Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de l'art contemporain. Cette fois-ci, on va s'attaquer à un courant que j'affectionne beaucoup, et je pense que vous le savez déjà, même si c'est écrit dans le titre, l'art conceptuel. Et soyez très attentifs car à la fin de la vidéo, vous saurez dire pourquoi ça, c'est de l'art. De la merde en boîte. Oui, je sais, j'ai toujours pas évolué en restant le pipi caca. Mais ne nous attendons pas plus dans le caca en boîte et plongeons la tête la première dans l'art conceptuel. Avant toute chose, histoire que je vous perde pas dès le début, on va dissocier brièvement l'art minimal de l'art conceptuel. Bien que ces deux courants soient un peu comme des frères et sœurs, des alter ego, Mulder et Scully, comme la banane et le chocolat, ils n'en sont pas moins différents, comme la pluie et la Belgique. Le minimalisme apparaît au début des années 60 aux États-Unis, et ce courant s'articule plus ou moins autour d'une phrase de l'architecte Mies van der Rohe. L'environnement est inclus dans l'œuvre d'art et en retour, l'œuvre donne une identité en environnement. Donc un peu les prémices du land art et de l'arte povera. Donc suite au développement de l'art minimal et en ayant comme référence les ready-made de Duchamp par exemple, ou même la trahison des images de Magritte, avec tout ce package, l'art conceptuel peut apparaître fin 60, début 70. Va vraiment falloir que je la fasse ces petites parenthèses sur les ready-made parce que chaque fois je vous balance l'urinoir mais ça vous avance pas plus en fait. Est-ce que je dois vraiment rappeler le coup de ceci n'est pas une pipe ou ça va ? Parce que sinon vous cliquez et vous comprendrez la blague de ce n'est pas une pipe, même si c'est pas une blague. Parce que ce qui nous intéresse, au-delà du caca en boîte, c'est l'art conceptuel. Dans l'art conceptuel, il y a plus ou moins deux idées. 1. Soit on part du principe que l'art conceptuel c'est une idée, et le travail de l'esprit prend une plus grande place que l'œuvre. 2. La tautologie, se demander qu'est-ce que l'art et de quelle façon l'œuvre d'art devient une définition d'elle-même. On revient donc au petit 1 avec l'idée et l'œuvre de Michael Craig Martin. Je vous décris vite fait l'œuvre, même si c'est pas très compliqué. Vous avez une étagère en verre, dessus un verre avec de l'eau, et en bas vous avez un texte avec des questions et des réponses faites par l'artiste. Il s'est auto-posé les questions et il s'est auto-répondu. Super passionnant, me direz-vous. Là où ça devient intéressant, c'est quand l'artiste nous dit que son verre d'eau, sur son étagère, c'est un chêne. Pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre, je vais vous citer quelques passages des questions-réponses données par l'artiste, afin que vous compreniez mieux en quoi ce verre d'eau n'est pas un verre d'eau, mais un chêne. Quand précisément ce verre d'eau est-il devenu un chêne ? Quand j'ai mis l'eau dans le verre ? Et est-ce que ça se produit à chaque fois que vous remplissez un verre d'eau ? Non, évidemment, seulement si j'ai l'intention de changer ce verre d'eau en chêne. Qu'est-ce qui précisément est une œuvre d'art, le verre d'eau ? Il n'y a désormais plus de verre d'eau. Le processus de changement ? Il n'y a aucun processus impliqué dans le changement. Le chêne ? Oui, le chêne. Mais le chêne, il existe seulement dans l'esprit. Parce que c'est un putain de verre d'eau, il n'y a pas de chêne. Non, le chêne est physiquement présent. Comme le verre d'eau était un verre d'eau particulier, le chêne est aussi un chêne particulier. Ça vous aide ? Mais ne partez pas, ne vous enfuyez pas et ne hurlez pas aux mensonges, calomnies, l'art c'est de la merde. En 1977, quand l'œuvre a été vendue en Australie et qu'elle est passée par la douane, en raison de son caractère végétal, l'artiste a été obligé d'expliquer aux douaniers que en fait c'était pas un chêne mais un verre d'eau. Donc avec cette histoire de verre d'eau en chêne, il y a évidemment une référence au ready-made qui du coup de prendre un objet du quotidien pour l'élever au rang d'art. Comme je l'ai dit, la production artistique de l'art conceptuel refuse toute forme d'esthétisme, toute dimension subjective, et privilégie l'idée, le processus mental, le concept, sur la production plastique. Ah, c'est l'idée de l'artiste qui prend une plus grande place que l'œuvre d'art. C'est-à-dire si le gars il nous dit que c'est un chêne, pourquoi ça serait pas un chêne ? Et la vie serait tellement plus simple si on faisait des choses comme ça. Oh, ce pull n'est pas rose, ce pull est vert. Ah, c'est beaucoup mieux, pourquoi pas ? Oh, ses cheveux, j'aimerais bien être différente. Hop là, et c'est différent. Mais la vie serait géniale. Mais vous inquiétez pas, plus on va avancer dans la vidéo, plus vous allez comprendre, enfin j'espère, en quoi ce verre d'eau peut être en chêne inversement proportionnel ou égal. Passons aux deux maintenant avec la tautologie. Et là on va dans le classique du classique, quand qui dit art conceptuel dit cossut, qui dit cossut dit une et trois chaises. La tautologie, c'est cossut. Du coup, dans cette œuvre, on a petit 1, une chaise, une vraie chaise, une chaise en 3D. Petit 2, la photo d'une chaise, donc sa représentation picturale. Petit 3, sa définition littérale. Qu'est-ce qui est plus une chaise ? Mais ce qui est bien, ce qui est drôle, c'est que dans le fond du fond, l'objet n'a aucune espèce d'importance. C'est ça l'art conceptuel. Ici, avec cette œuvre, Joseph Kossut ferait le constat du dérèglement des relations qui subsistent entre le réel et sa représentation. Donc en gros, la réalité, ça, comment c'est dans la vraie vie, et sa représentation, comment on nous fait croire qu'elle est dans la vraie vie. En fait, la question à pas se poser, que en général les gens se posent tout le temps, c'est en quoi c'est de l'art ? Pourquoi en quoi c'est de l'art ? Pourquoi ça en serait pas ?
Pourquoi 3 chaises qui représentent une chaise et laquelle est vraiment une vraie chaise? Ça serait pas de l'art? Bah, on se questionne. Oh merde, c'est vrai, tiens. Entre une vraie chaise, sa représentation et sa définition, qu'est-ce qu'est la vraie chaise? Merde, je ne sais pas. Voilà. Tu te poses des questions, tu t'interroges. Là, je vais vous parler de 2 artistes qui ont traité la représentation du temps. On va parler de Roman Opalka et de Hon Kawara. Opalka, c'est le gars qui a écrit des chiffres toute sa vie. Alors à ses débuts, il a fait aussi des portraits, des paysages, des gouaches abstraites, mais ça, on en a un peu rien à faire. Parce qu'en 1965, il a l'idée de représenter l'écoulement inexorable du temps à travers la peinture. Il se dit donc, je vais peindre des chiffres de 0 à l'infini. Donc vu que je passe du temps à les faire, bah, c'est le temps, l'action de faire c'est le temps, donc ça représente le temps. Puis une fois arrivé à 1 million, il se dit, non, il faudrait que j'améliore ma retranscription de l'écoulement inexorable du temps. Donc il se dit qu'il va ajouter 1% de peinture blanche à son fond noir à chaque fois qu'il peint une nouvelle toile. Du coup, petit à petit, les fonds se blanchissent. Cela marque foncièrement une nouvelle manière de représenter l'écoulement inexorable du temps. En 1972, il se dit qu'il manque quelque chose dans son travail. Écrire les chiffres, c'est pas suffisant. Blanchir le fond avec 1% de peinture blanche à chaque fois, c'est pas suffisant. Désormais, à chaque fois qu'il aura fini de faire sa toile, il se prendra en photo. Vu que c'est son travail de vie, vu que c'est la seule œuvre qu'il créera toute sa vie, sa tête aura énormément changé entre 1972 et, je sais pas moi, 2005. Il vieillit. Donc le temps passe. Pour rester sur la représentation du temps, on va aller voir un artiste japonais qui est Hon Kawara. Et pour lui, je vais m'attarder sur une œuvre particulière qui est I Went, qui est une œuvre qui se compose de 12 livres qui recense tous les déplacements quotidiens de l'artiste entre 68 et 79. Donc tous les jours, il imprime la photo de la ville dans laquelle il est, il fait un point rouge chez lui et s'il bouge pas de chez lui. Par contre, s'il se déplace, il fait tout son déplacement au stylo rouge, puis il revient chez lui. Ce qui est intéressant aussi dans la représentation du temps à travers l'art conceptuel, c'est que c'est aussi quelque chose qui peut être très poétique. Même si ça peut être que des chiffres d'un côté ou que des tracés rouges de l'autre. Contrairement à Opalka, Kawara a fait aussi d'autres œuvres. Il n'est pas resté sur la même, mais il a toujours travaillé la temporalité. Faut voir ça comme un voyage, c'est une expérience, on n'est pas juste devant l'œuvre, tac tac, on passe à autre chose. Non, là, vraiment, on peut s'y perdre. Mais revenons brièvement au caca en boîte. Pour expliquer l'œuvre rapido, Manzoni a fait 90 boîtes, dans lesquelles il a mis exactement 30 grammes de ses propres excréments. Et il vendait ces boîtes de caca au prix de l'or du jour. Ça sert même à rien d'avoir un quelconque débat sur « Oh mon dieu, mais c'est pas de l'art, c'est de la merde !» Oui, parce que c'est de la merde, mais parce que ça a été vendu, tout le monde l'a acheté, tout le monde a trouvé ça intéressant, intriguant, stupide. Le mec, il fait caca dans une boîte. Il vend ça au prix de l'or. Du coup, il questionne la notion d'œuvre d'art, il questionne la notion d'artiste, il questionne le marché de l'art. En un truc. Son caca était de l'art. Autant que le pipi de Warhol, autant que la machine à caca, ça a fonctionné. Est-ce que ça ne suffit pas? L'art conceptuel, c'est très souvent assimilé à de la masturbation intellectuelle. Je pense que c'est parce qu'il faut juste accepter la césure qu'il y a entre l'art contemporain avec l'art conceptuel et l'art de la Renaissance. C'est une banane et une pomme, voilà. Maintenant les œuvres, faut juste pas simplement les voir, il faut les regarder, il faut les comprendre. Et c'est pas forcément chiant, et ça demande pas forcément une culture incroyable et un bac plus 42. À partir du simple fait que quand t'es devant une œuvre, tu te dis « Waouh, c'est beau !» ou « Ah mais c'est nul !» ou alors « Putain, j'aurais pu le faire ça !» Bah, c'est une interaction. Toi et l'œuvre, vous discutez quoi. T'es pas indifférent. Et l'art, c'est ça. Voilà. Au final, ce qui fait que j'adore l'art conceptuel, c'est pas parce que j'affectionne particulièrement les boîtes remplies de caca. Et non, c'est juste que j'aime me questionner. Waouh, faire caca dans une boîte, c'est de l'art, mais pourquoi? J'aime bien, c'est rigolo, c'est beau, c'est sympa, c'est nul, ça peut être énervant aussi. Et ça serait d'une tristesse absolue d'ailleurs si on était indifférent face à toutes les œuvres qu'on voit. Genre, t'en vas dans un musée, ça te fait. Du coup, c'est un peu cher la balade pour se faire chier quand même. À tous ceux qui disent tout le temps en quoi c'est de l'art, pourquoi ça en serait pas? J'espère que vous avez enfin compris ce qu'était l'art conceptuel. Je vais essayer d'être plus active et plus proactive dans mes vidéos désormais. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien et que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire s'il y a des choses que vous comprenez pas, je serai là pour vous répondre. Comme d'hab, likez, partagez, diffusez l'amour et les paillettes sur le monde entier. Et à la prochaine. Et je suis désolée si je suis un peu en retard par rapport à ma dernière vidéo, mais j'ai un peu beaucoup de choses à faire dans ma vie en ce moment, mais voilà, j'essaie d'être le plus réactive possible. Et j'aime beaucoup vos retours sur les réseaux sociaux. Vous posez des questions qui m'intéressent beaucoup. Voilà. Merci beaucoup.